Bonjour à tous. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Nous sommes Anthropocène. Nous sommes la communauté terrestre. Nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies, les migrations, les inondations, les sécheresses, l'urbanisation généralisée, les inégalités sociales. La liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets. Tout change autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale et notre sentiment de justice? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie? Et quelles sont nos idées et nos intentions pour changer la donne? Nous sentons-nous terriens? Prenons la parole aujourd'hui, donnons la parole et engageons le dialogue. Donc bonjour à tous, rebonjour, je m'appelle Anne-Laure Garcin, j'ai le plaisir d'animer cette deuxième session du Manifeste mondial de l'Anthropocène, donc où pendant une heure, une dizaine de pays vont être mis à l'honneur pour prendre la parole. Donc chaque session regroupe des territoires par fuseau horaire, donc de cette façon que tout le monde puisse être là à 18h. Donc même si vous êtes nombreux à nous écouter, ce que j'espère, des quatre coins du monde, je souhaite la bienvenue en particulier aux pays qu'on met à l'honneur dans cette session, c'est-à-dire la Chine, Singapour, le Vietnam, Myanmar, la République démocratique populaire du Laos, et peut-être, vous nous direz, Taïwan, Malaisie, Philippines, Mongolie, Cambodge, Indonésie, Thaïlande. J'espère que j'ai oublié personne. Bon. Donc, mais mon collègue coordinateur de cette séance me le dira si j'ai oublié un pays. Donc, pourquoi nous sommes là? Pourquoi cette performance expérimentale aujourd'hui? Pour prendre la parole tous en même temps, pour témoigner chacun à notre manière sur ce qui compte pour nous dans cette ère anthropocène, pour entrer en dialogue, en résonance, malgré notre éloignement, nos différences d'âge, d'origine. Nous vivons tous sur la même planète. Un manifeste commun pourrait prendre ainsi tout son sens. Ce soir, pour moi, c'est le début d'une histoire, l'accueil de tous vos messages, le début d'un débat, peut-être le début même d'un réseau. On verra. Enfin, en tout cas, on a hâte de le voir où ça va nous mener. Donc, quelques petites règles pour commencer. Donc déjà, je suis on est sur un plateau. Donc j'ai mon collègue Jérémy qui est coordinateur et qui va nous aider à suivre en ligne. Il y a des interprètes aussi. Tout est traduit. Donc j'espère que tous les intervenants, vous avez bien activé le mode de traduction et pour qu'on puisse tous bien se comprendre. Parce que moi, je vais m'exprimer en français et j'espère le plus lentement possible pour que la traduction soit efficace. Donc n'hésitez pas à me le dire si besoin. Donc là, aujourd'hui, je pense on va avoir des intervenants, mais il y a peut-être également de nombreuses personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, que vous soyez chercheur ou simple citoyen. Vraiment, chaque point de vue compte pour nous, que ce soit pour archives, pour développer, diffuser. On a besoin d'échanger maintenant, là, dans cette session, mais aussi pour l'avenir. Donc ça va se dérouler en 3 étapes. D'abord, on va passer des vidéos, puis on pourra ensuite discuter avec des intervenants et peut-être prendre la parole avec certaines personnes qui sont en ligne. Voilà, on passe tout de suite les vidéos. Hello everyone, my name is Matthew Hu and bonjour, je suis Matthew et je travaille pour un NPO qui en Chine. Il y a 13 ans, j'ai rejoint cette ONG. Et je suis aujourd'hui un administrateur de cette NGO. Je suis en ce moment dans une cour typique chinoise. C'est très proche du musée du Palais. Donc, si vous regardez par là, vous pouvez voir un pavillon qui s'appelle le pavillon des 10 000 sources. Il y a quelques centaines d'années, c'était l'endroit le plus haut de la ville de Beijing. Et si vous partez sur l'autre côté, vous pouvez voir un autre bâtiment très haut qui s'appelle le Zhonggun, qui a une vue
extraordinaire de la ville moderne de Beijing, juste pour vous montrer cet environnement qui m'est très familier, juste pour vous dire que c'est comme ça que la Chine et surtout Beijing a changé depuis une centaine d'années. Depuis ce changement a eu lieu plutôt depuis 40 ans. Et pendant ces 4 décennies, on a vu un développement extraordinaire. Et tout le monde en Chine et partout dans le monde a bénéficié de cette croissance économique, mais en même temps, cela nous a apporté un défi terrible pour la conservation de notre héritage. Et peut-être beaucoup de vous vous souvenez du smog, du brouillard de pollution qui a eu lieu il y a 15 ans. Ce brouillard a été beaucoup plus dangereux que le smog qui a atteint Londres il y a une cinquantaine d'années. Il y a cinquantaine d'années, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la ville de Beijing pendant cette période de smog. C'était un moment critique pour nous. À la fin de 2020, si on regarde vers 2021, surtout avec ce contexte de pandémie COVID-19 qui affecte toute la planète, je pense que c'est un moment pour nous de faire une pause, de réfléchir comment nous abordons notre économie, nos peuples, quel choix à faire lorsque nous entrons dans cette ère d'anthropocène. Comment on peut changer ce process pour que notre avenir soit beaucoup plus durable pour nos générations futures? Merci beaucoup. Animal nocturne, 2046 est l'année la plus chaude sur la planète, avec la plus grande différence de température. Bien qu'il est seulement 18 heures l'après-midi, c'est vraiment pas facile de se lever. Le premier repas du matin, je prends un sandwich nutritionnel. Après cela, je vais prendre le métro pour aller à mon travail. Je travaille de 20h à minuit. Et là, j'ai des réunions à minuit. J'ai 2 heures pour mon déjeuner. J'ai normalement un grand repas. Et là, je vais travailler 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. De 6 heures à 7 heures du matin, je prends le métro qui est à 5... ma maison quitte à 5 mètres. Après, je vais me détendre sur le sofa et jouer avec mon téléphone. Après, je m'endors vers 10 heures du matin. Je suis vraiment un animal nocturne. Pendant le temps de la plus grande neige, écoutez sans raison, regardez à des rythmes différents, les plus rapides d'un clin d'œil, le plus petit possible, attendre qu'un bourdon bourdonne. Derrière la porte, le voisin pile ses piments. Dessous mes marches, les champs labourés produisent comme des mots qui coulent à travers mon corps. La luxure des légumes verts. Entre les rangs des pommiers, on a creusé des fossés pour enfuir le fumier. La lumière de décembre traverse les feuilles tombées. Une petite voiture de police passe avec son gyrophare, doucement. Entre les rangs des pommiers, les fossés se sont remplis d'eau. Combien de temps ai-je besoin pour comprendre ce que j'ai vu? Le dernier jour du temps de la plus grande neige, on tuera 2 cochons. On mélange leur sang avec du riz chaud. Une rapace vole devant moi. Devant l'atelier de briques, 2 tables ont été dressées de chaque côté du comptoir.
des sacs de pommes y ont été déposés. Marcher à travers la physicalité du son, le souffle d'un langage qui ne peut être capturé par l'écriture. Au lieu de cela, c'est tracé délicatement des bandes qui tiennent le rembourrage feutré au dos des hommes et des femmes. Cher impressionnisme, la lumière du monde a tellement changé, les semaines hivernales subies dans les tropiques, puis le manque d'air brûlant dans les températures de canicule. Ces nénuphars restent planqués au fond de bassins. La moitié de l'eau sert de petits carrés de jardin. Des petites plantes qui se battent en vain, mais avec de l'espoir pour des pailles. Pareil dans le jardin de notre église, ces parcelles bibliques d'aneth, coriandre, menthe, sauge, toutes destinées à la table du réfectoire. Pour la couleur, il y a des lys, des tulipes, même des roses sauvages. Je suis assis sur un banc d'époque jacobine. À mes côtés, 4 livres. Comportement de vol, les chances contre demain, la surhistoire, achète-toi une vie. Les 4 titres forment un quatuor bien rangé et sont une exhortation. Voici ce que peut arriver avec l'écofiction, réinventer ce que semble ne plus être imaginable. Ces romans se lisent comme des longues lettres, mais aujourd'hui, je me contente de lire la Bible. Il y a des jardins dans la Bible aussi. Ecclésiaste, Roi, Genèse, Jean. C'était comment de se languir dans une terre comme une forêt nouvelle, le premier souffle d'une matinée infinie. Et pour toi, Monet, comment était la couleur de la nature? Le monde est devenu un terrain vaste de toutes sortes de lettres. On va vers une grande lettre sur ce que nous avons abandonné et écrase dans cette Anthropocène. J'ai choisi une maison qui est tournée de telle façon que le soleil tombe sur le mur extérieur au lieu d'illuminer l'intérieur pour l'empêcher de brûler tout ce qui est le plus cher. J'ai vu les effets de la chaleur et du feu. Tout paraît vieux, usé, décoloré, défait. Dire qu'on aime l'impressionnisme et de dire qu'on est terne, ennuyeux, figé dans nos habitudes pour s'accaparer la nouveauté du fertile, pour imaginer un nouveau monde. Et là, ce désir d'égarement, moins d'émerveillement, plus de désir, voire de cupidité, à tourner le monde sur lui-même. Les jours simples, mornés, semblent tellement plus attrayants. Une vie bénie, moins fouillie, moins de bruit, moins tabassée. Tu regardais les changements de lumière de jour vers la nuit. Tout ce qui se passe avec et sans le temps. Tu montrais et tu célébrais l'ordinaire. Tu semblais plus près de nature, notre propre nature humaine. Graduellement, pour toujours, pour de bon. On vient de voir de magnifiques vidéos, beaucoup de sensibles. On vient de voir une diversité d'approches, de sujets, de modes d'expression. On voit que différents témoignages dans ce manifeste via la poésie, l'anthropologie, le récit personnel, la science. Je pense que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est tous ces modes d'expression. Alors, je sais que nous avons des intervenants en ligne, donc je redonnerai la parole à... Bonjour, je vous accueille, j'espère que vous m'entendez bien. Je te redonnerai peut-être la parole à... On a la chance d'avoir 2 personnes qui nous ont envoyé ces vidéos, mais avant ça, j'ai de la chance d'accueillir dans cette session Francesca Walewski, mais également Nora Wukel. Donc vous me direz si je ne prononce pas bien vos noms, je m'en excuse auparavant. En tout cas, vous n'avez pas, sans parler de vidéo, est-ce que vous auriez un message à nous partager aujourd'hui? Ça serait quoi votre propre manifeste en 2 minutes? Alors, je peux peut-être donner la parole d'abord à Francesca. Yes, good evening. Bonjour. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien. Yeah. Okay, perfect. Good evening, everybody. Donc, bonsoir et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Well, I'm from Shanghai. I'm
Je parle de Shanghai ce soir. J'ai passé un peu de temps sur ce que j'allais dire. Il y avait beaucoup de choses à laquelle j'ai pensé. Aujourd'hui est un jour de pleine lune et je pense que dans le contexte de l'Anthropocène, surtout vu de mon travail, voir comment on peut se reconnecter avec la nature malgré le fait qu'on ne peut pas être dans la nature parce que c'est devenu un privilège d'être dans la nature. Ça, c'est un des aspects de l'Anthropocène. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de nature autour d'elle. Et c'est un vrai défi. Comment on peut recréer la connexion avec la nature, avec des choses qui sont immatérielles et invisibles même? Aujourd'hui est une pleine lune et paradoxalement, c'est la première pleine lune de l'année, mais pour tout le monde, de ce côté du monde, et tout le monde qui regarde le calendrier de l'année, c'est la dernière pleine lune aussi. Et donc, c'est un point de croisement, de convergence intéressant. Donc, mon message donc aujourd'hui, que essayer de donner un nouveau sens et une nouvelle valeur aux éléments et les catégories que nous utilisons pour organiser nos vies, nos communautés et aussi nos sociétés. Et je pense que ceci est une empreinte positive que l'Anthropocène peut laisser après un tel fouillis. Merci. Merci beaucoup, Francesca. On voit bien que un sujet est déjà revenu dans les vidéos. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur comment recréer, se reconnecter à la nature, donner de la valeur aux choses qui nous entourent. Je voudrais, sans plus attendre, également écouter le témoignage, le manifeste de Nora Wutke. Je voudrais être sûre. Wutke, pardon. Je vous écoute. En direct du Vietnam. De Myanmar. Excusez-moi. Je me suis trompée de... Désolée. À vous. Je suis en fait à Londres. Donc c'est plutôt une proposition méthodologique en utilisant des méthodes artistiques. Cela pourrait être une façon d'analyser la crise du climat. Cela fait 1 an que j'ai travaillé dans un hôpital public au Myanmar. Et cette analyse m'a permis de connecter avec le terrain et avec les relations, les expériences autour de moi et m'ont permis de me perdre dans un endroit que je pensais m'était familier et mes dessins étaient un ancrage. Or, quel est le rapport avec cette discussion? Victor Turner, dans les années 70, a observé que les rituels, les carnivals, les films ouvraient des espaces qui ouvraient le jeu de pensée, des nouvelles façons de penser, et aussi une communication intense avec notre environnement. Et cela est ce que j'ai vécu. Donc, un communitas avec mon environnement. Et cette pratique de dessin, le moment avant et après un dessin était le plus important. On a déjà dit que nous, en tant que professeurs, avons des difficultés à communiquer et nous n'avons pas une façon
nous trouvons que c'est difficile d'analyser le climat du climat. Et mon expérience de dessin à l'hôpital m'a permis de retrouver un but pour mon art et d'arriver à être les médiateurs, peut-être au milieu de cette crise du climat. Et par exemple, il y a pu y avoir des expositions auxquelles j'ai participé il y a quelques années. Et ces expositions vont au-delà des mots et nous amènent beaucoup plus profond dans la thématique. Et pour conclure, ce que j'aimerais proposer, c'est d'utiliser l'art comme un outil de recherche pour pouvoir rechercher, faire de la recherche et parler à ce qui nous entoure. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc j'imagine en effet que d'autres personnes vont approuver ce type de témoignage. Voilà comment l'art peut être un outil donc dans cette crise actuelle contre le climat. Ça me donne envie justement donc merci pour vos témoignages et ça me donne envie de donner la parole. Je profite d'avoir un poète avec nous, Desmond Cohn, qui nous a démontré également de quelle façon l'art pouvait en tout cas être un mode d'expression important. Et donc j'ai envie si vous auriez un message de plus. Nous, par exemple, à côté de moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons quelqu'un qui dessine, qui essaye de reproduire, de faire la médiation entre ce qu'on se dit et le dessin. Donc on sent que c'est quelque chose d'important. J'aimerais savoir si... Desmond Cohn, si vous avez en direct de Singapour quelque chose de plus ou si vous l'allez abandonner dans ce sens-là. Vous avez la parole si vous m'entendez. Okay. Thank you so much, Jeremy. Hello everybody. Bien, merci beaucoup à tous et à Jérémy, merci beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'écriture créative et les religions mondiales, et donc tout ceci m'a permis de comprendre comment on peut parler à ce phénomène énorme de l'anthropocène. Et vous savez, moi je suis artiste, je ne suis pas climatologue ni ingénieur en aménagement du territoire, etc. Eh bien, très souvent, on ne consulte pas les artistes sur l'anthropocène. Parfois, je le fais de façon consciente ou inconsciente. Et lorsque j'ai effectué une résidence à Singapour artistique, eh bien, on a parlé de Singapour, de ce tout petit État. Et donc, il faut concilier l'urbain et la nature. Et très souvent, on s'est rendu compte que la nature était un petit peu démodée lorsqu'on a commencé à se moderniser, etc. Mais aujourd'hui, l'éco-fiction, l'éco-écriture et l'éco-poésie deviennent de plus en plus populaires. C'est un phénomène assez étrange et pour des raisons... Ce n'est pas forcément pour des raisons esthétiques, mais plutôt pour un sens de l'urgence. Et je pense que c'est très difficile de voir que, par exemple, l'éco-théologique est une forme de théologie constructive qui se concentre sur les relations entre la nature et la théologie. Et on peut se baser aussi sur la foi si on écoute les sons et les convictions. Eh bien, on voit aussi qu'à Singapour, par exemple, on se rend compte des impacts du changement climatique. Évidemment, nous sommes un pays avec très peu d'altitude, donc on se rend compte de la montée des eaux. Comment peut-on se concentrer sur la végétation? Il y a aussi des problèmes de santé publique, énormément de canicules, de pluie. Et il y a beaucoup d'États qui souffrent de ces chaleurs urbaines insulaires. Et évidemment, avec nos jungles de béton, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi la sécurité alimentaire. Et avec toutes les sécheresses, les famines.
Tout cela, la chaîne alimentaire mondiale est affectée, bien sûr. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'intelligence artificielle rend ce discours de l'Anthropocène important dans nos contextes respectifs et dans le contexte de l'éco-discours. Et évidemment, les gens sont touchés par ces problématiques de théologie, d'anthropocène. Nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux. Nous sommes touchés par la spiritualité, par la littérature. Et j'essaie de ne pas trop m'énerver. Je pense que c'est l'âge. Je vais avoir 50 ans cette année, donc je suis un peu plus sage. Et j'essaie justement d'être un peu plus pédagogue et de m'engager dans des conversations qui permettent de guérir ces tensions et de les apaiser et de parler à des gens qui viennent de communautés différentes. Et pour moi, c'est un pas important que d'écouter. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour vous écouter. Et j'ai déjà énormément appris de Francesca, etc. Donc je suis très content. Et merci beaucoup de m'accueillir. Et c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci infiniment pour ce témoignage-là. Donc on voit que voilà, l'envie de parler avec d'autres communautés, de comprendre d'autres manières de faire. J'avais envie de donner la parole maintenant à Petra Johnson. Justement, on voit que est revenu souvent le sujet dans nos échanges et même dans les vidéos de comment se reconnecter à la nature, comment concilier l'urbain et la nature. Ça nous amène un petit peu à re-questionner un peu notre... voilà, vous nous avez montré dans votre vidéo les rituels du peuple Nachi qui sont voilà, éloignés des autres dans leur rapport au sensible, à la nature. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela dans la crise que nous vivons? En quoi ces autres manières de penser ou cette manière d'être plus proche de la nature peuvent être des enseignements? En tout cas, quel serait votre manifeste à vous? Je vous laisse la parole. Petra. Yeah, thank you very much. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. J'aimerais d'abord exprimer deux choses. Tout d'abord, j'étais un peu réticente avec l'idée de venir, puisque j'ai un petit problème avec ce projet de l'Anthropocène, puisqu'on déclare que j'avais un petit peu écrit des citations, puisqu'on parle de l'ère où les activités collectives humaines nous affectent et affectent notre environnement. Et je pense qu'on laisse quelques communautés en dehors de ça, par exemple les communautés autochtones qui sont en connexion avec la nature. Mais nous pouvons apprendre énormément de ces communautés autochtones. Et ces communautés et leur style de vie ont conservé des alternatives et peuvent aussi nous donner de l'espoir. Et de mon point de vue personnel et de mon expérience, le fait d'avoir vécu dans un village, dans une communauté, une toute petite communauté ethnique de 300 000 âmes, qui est pleine de ressources concernant les problèmes auxquels nous faisons face et de changements climatiques, eh bien, cette rencontre nous a mené à des questions plus fondamentales. Par exemple, l'une des questions qui est posée dans le film que vous avez vu, c'est que, par exemple, cette distance, est-ce que l'on peut toujours pratiquer cette distance lorsque la nature devient une ressource? Et donc, le fait de formuler certaines questions me permettent en tout cas de guider ma pratique en termes de pensée sonique. Et c'est ce que Francesca disait, avec la connexion avec la nature, lorsque nous ne sommes plus exposés à la nature. Donc, comment toutes ces choses-là prennent vie et s'incarnent? Comment peut-on se reconnecter? Et un autre point qu'a soulevé Desmond, ce sont les histoires que nous vivons les uns les autres sont absolument cruciales dans ce processus. Et donc dans le village, la cosmologie et la vision de la vie, c'est que la nature et l'homme et l'humanité sont frères et sœurs.
Et donc, c'est une façon de voir les choses qui est assez inhabituelle, et donc on peut spéculer comment pouvons-nous nous identifier à cela, comment pouvons-nous penser la nature comme un membre de notre propre famille. Et si on essaie d'aborder cette question du point de vue de la vision cosmique, par exemple les Indiens d'Amazonie, certains autres êtres humains pensent que les humains viennent en premier. Donc vous voyez, donc nous sommes simplement en relation, en lien avec la nature, et il faut trouver d'autres façons de nous connecter ou de nous reconnecter à la nature. Merci beaucoup Petra pour ce témoignage, même si, voilà, si vous aviez hésité, en tout cas nous on est ravis de vous avoir, parce que ce que vous venez de dire, cette notion, voilà, ce besoin de se reconnecter à la nature, là, nos différents intervenants, c'est des sujets qui sont, en tout cas qui ont l'air d'être très sensibles pour eux, puisque c'est, voilà, en ce moment de pleine lune, voilà, nous ressentons ces choses-là. Mais justement, moi ça m'interroge. Ça m'interroge puisque vous dites que voilà, l'importance de se reconnecter à la nature, de mieux se connecter à la nature, de mieux ressentir les choses, de voilà, comment penser la nature comme un membre de notre famille. Je trouve ça très intéressant. Et juste avant, on vient de voir une vidéo de Ranchen qui nous parle d'un quotidien tout autre, sous-sol, complètement, enfin pour moi terrifiant, qui me semble peu vivable. Et à la fois, malheureusement, on le touche un petit peu dans cette crise sanitaire, d'être enfermé. Et donc, comment dans l'avenir, voilà, il va falloir peut-être réfléchir à des modes de vie nouveaux, peut-être plus enfermés, mais quand même, il faut rester connecté à la nature, parce que ça semble être des choses complexes. Est-ce que voilà, vous voudriez vous exprimer sur ces sujets? Qui a envie? Nora, peut-être? Je ne sais pas comment nous allons vivre dans le futur. Je suis architecte et j'y réfléchis beaucoup d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que, en étudiant un endroit comme Myanmar, comme l'hôpital public de Myanmar, qui est l'hôpital principal, eh bien, je me rends compte que cet hôpital fait face à énormément de problématiques. Dans d'autres parties du monde, nous avons réussi à utiliser la technologie, à l'intégrer. Parfois, ça exploite énormément l'environnement, d'utiliser la technologie de cette manière. Et je pense qu'on doit apprendre de cela et essayer de repenser nos relations de façon plus efficace. Et j'aime cette idée que l'on a abordée un petit peu récemment à Londres aussi. C'est cette idée d'étudier les prochains défis auxquels nous allons faire face, pas forcément du point de vue des centres intellectuels d'Europe, etc., ou d'Amérique du Nord, mais plutôt de répondre à ces questions urgentes de la façon dont nous allons pouvoir nous reconnecter et vivre dans le futur du point de vue d'autres endroits du monde, par exemple de Myanmar ou d'autres endroits du monde. Je dirais que c'est ce que j'aimerais vous apporter sur le sujet en réaction. Est-ce que vous auriez d'autres réactions? Francesca, peut-être? Bien. Je vais essayer de répondre à cela. Sur la question des peuples autochtones. Je ne sais pas, j'aimerais vous partager cette réflexion parce que j'ai eu la chance de passer quelques temps dans une communauté autochtone. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant sur les apprentissages et les différentes visions de la façon de vivre, pas forcément en termes de praticité, mais en termes de lien et de vision de la vie.
et de cosmovision, comme on peut le dire, et que j'ai adoré vivre comme cela, et j'aimerais d'ailleurs y retourner et passer plus de temps dans la forêt tropicale. L'une des choses que j'avais pu voir par rapport à la reconnexion dont on parle, c'est que il faut redevenir des peuples autochtones des endroits où nous vivons, puisque justement la connexion s'établit de cette manière. Nous vivons à des endroits où nous sommes détachés, déconnectés. Il n'y a plus de liens, il y a des structures, il y a des immeubles, et nous sommes un peu englués dans nos routines, mais il n'y a plus de connexion intime qui vient de nos intérieurs. Peu importe la façon dont elle se manifeste, cette connexion. Et évidemment, nous regardons les communautés autochtones, puisqu'elles nous parlent, mais je pense que, à mon avis, il faudrait revenir en arrière, ou en tout cas retourner à cette connexion autochtone, comme si nous étions isolés à nouveau. Et je crois fermement que si nous arrivons à redevenir des peuples autochtones, nous pourrons nous transformer, et de diverses manières d'ailleurs. On pourrait devenir tous, on ne va pas dire qu'on va redevenir des tribus, entre guillemets, on ne va pas évidemment démonter les villes que nous avons construites, mais en tout cas, peut-être que nous pouvons rebâtir cette connexion. Et moi, par exemple, je vis au beau milieu d'une ville de 25 millions d'habitants. Donc, je m'y plais d'une certaine manière, pas parce que j'aime tout de cette ville, mais je pense que c'est un moment très important de l'histoire de la ville, et c'est intéressant d'y vivre à ce titre. Et donc pouvoir reconstruire cette relation autochtone, je pense que c'est quelque chose qui est faisable de n'importe où, finalement. Merci, je trouve ça intéressant. En tout cas, ça interroge sur comment voilà, le besoin de reconstruire une relation, un peu, on va dire, autochtone, par rapport au mode de vie, par rapport à cette reconnexion au sensible, à ce retour en arrière, vous dites. Mais voilà, de quelle façon ça semble possible aujourd'hui quand on voit la vitesse de notre société, la densité de villes, c'est compliqué de vivre de cette façon-là. Est-ce que sur on pourrait poursuivre un petit peu les sujets. Est-ce qu'il y a sur le chat, est-ce qu'il y a des messages ou des témoignages qui vont dans ce sens-là? Ou est-ce que Jérémy, en tant que coordinateur, tu as envie de participer à cette réflexion? J'aimerais juste, du coup je prends la parole de manière tout à fait volontaire, cette connexion entre vous quatre est pour moi assez intéressante et assez surprenante dans ce hasard de vous retrouver tous les quatre au même moment ici, mais en fait qui a quand même un véritable sens et que je trouve que cette force-là de se retrouver si loin et d'avoir la chance même de se voir en fait me touche beaucoup. Et oui, des personnes du public sont présentes, mais en fait boivent vos paroles et on n'a pas encore énormément de questions. Et d'ici là, on va réussir à rentrer dans une plus grande dynamique. Donc moi, je vais continuer à prendre des questions ou des notes qu'il y a au quotidien. Mais si je rebondis, j'aimerais bien entendre un peu plus Desmond, en tout cas sur, selon lui, comment on pourrait comment devrait-on continuer pour fabriquer un manifeste mondial anthropocène en l'imaginant depuis Singapour? Merci Jérémy, c'était un peu la prochaine question, de se dire, voilà, on sent bien que là, alors que vous êtes dans des pays différents, avec des origines et des métiers différents, vous avez une sensibilité commune, en tout cas vous êtes retrouvés sur ce lien, cette reconnexion à la nature, au sensible, à l'art. Aujourd'hui, en quoi ça vous a importé, voilà, qu'est-ce que ça vous a donné comme émotion, ou ce qui vous semble important, voilà, cette performance de vous relier sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces autres témoignages? Est-ce que ça vous semble utile d'être relié? De quelle façon? Ça serait quoi un manifeste dans le temps? Je veux bien, en effet, entendre Desmond. Oui, je vais continuer sur le fil de la discussion.
Cela fait des années que je vis dans une jungle en béton, que je ne sais pas ce que c'est d'être connecté à la nature. Et je me souviens d'une fois, pendant mon service militaire, tout le monde doit de faire un peu de service militaire ici à Singapour. Et tout d'un coup, j'ai vu ces jungles autour de moi et je ne savais même pas que ça existait. Lorsque je suis allée à Boston et Indiana, aux États-Unis, des immenses tracts de terre, de campagne. Et je me suis rendu compte quelle beauté d'avoir cet air frais, de connaître les 4 saisons. Singapour n'a pas beaucoup de terre. Et bon, je peux seulement parler d'un point de vue personnel. Peut-être tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'intégrer la nature dans notre quotidien. Il y a eu beaucoup de travail au niveau du planning urbain. Vous savez que Singapour, on a essayé d'intégrer des jardins, des fermes urbaines sur nos toits. Parce que nous n'avons pas de ferme autour de moi, nous n'avons pas la terre pour l'accommoder. Donc, on doit travailler avec ces limites et je comprends ce que Francesca dit, revenir sur le côté indigène, notre sensibilité originelle. Je dois presque être indigène à mon propre environnement urbain. C'est peut-être assez dystopien en fait, mais je pense qu'on n'a pas le choix parce que notre pays est tellement petit. On aimerait bien avoir le luxe qui avait un arrière-pays où on pourrait dire oui, j'aimerais bien vivre dans un village, mais on n'a pas ce luxe d'y vivre. Donc notre identité est tellement imbriquée dans l'infrastructure de notre État-nation. Oui, c'est très spécifique ici chez nous à Singapour. C'est difficile d'avoir cet attachement aux nature. Oui, peut-être par la culture, par l'art, par l'écothéologie, par les récits, par le langage. On arrive à se connecter. Enfin, je l'espère. Je ne sais pas si je vous ai aidé. Oh mince. Si, bien sûr. Je pense, voilà, on voit bien voilà, qu'on a besoin d'être relié. Vous dites relié à notre propre, voilà, notre propre côté indigène. Je trouve ça intéressant. Mais là, je vous amenais aussi sur l'importance d'être relié. Voilà, à ce réseau mondial, de relier entre vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Là, on se demande si voilà. On m'a passé une petite question sur cette question de voilà, est-ce que les différences entre nous, est-ce qu'elles ne sont pas signifiantes, ou est-ce qu'elles ne le sont plus? Ça pose cette question-là de voilà, ces différences. Oui, je vous laisse la parole. Is that question for Petra? No, it's free. Sorry, I didn't get the question. J'ai pas compris la question. Et à qui était posée la question? Je peux vous la poser à vous. C'était est-ce que les différences entre nous ne sont pas signifiantes? Quelles sont les si cette question ne vous convient pas, on peut continuer. La question c'est le fait d'être voilà différents. Between us, who is us? Vous. The four of us. Okay. No, not at all. Non, pas du tout. Je pense que la question de Francesca est importante. Comment on peut devenir indigène dans nos propres contextes? Moi, je suis revenue en Angleterre depuis... Ça fait 1 an maintenant que je suis en Angleterre. Et j'ai quelques difficultés à certains niveaux sur le paysage sonore, les voitures, par exemple, et les sons artificiels que je n'ai pas à gérer lorsque je travaille dans le village. Mais je ne pourrai pas y retourner pour un certain moment, donc il faut que je m'habitue. Mais cela m'a mené... Mais mon expérience dans une société orale
m'a fait réfléchir à l'importance du son. Donc j'ai commencé un projet d'anthologie où je regarde, et peut-être ceci est la façon de travailler dans l'avenir, où les participants peuvent rencontrer leur propre capacité d'écouter. Et j'ai travaillé aussi sur le mouvement, transplanter ce que j'ai appris au village et de l'emmener à la ville. Ce que ça veut dire de marcher dans un environnement construit. Donc ça dépend des individus. Il faut identifier la méthodologie dont Nora parlait et le traduire et l'appliquer à un contexte urbain, mais aussi respecter la connaissance qui est gardée par certaines communautés dans l'humanité. Merci pour ce témoignage. On voit bien l'importance de garder ce lien. Desmond a commencé à aborder quelques pistes d'action sur comment se reconnecter à la nature en ville. J'ai envie de donner la parole à Nora, qui est architecte. Est-ce que vous auriez vu un exemple de quelque chose d'un peu nouveau ou étonnant comment en ville, dans des milieux denses, on pourrait mieux se reconnecter alors je dirais à la nature au sens large, mais aussi au sensible. Comment se mettre dans la peau d'un indigène? Je reviens sur cette question de départ. Est-ce que vous avez des exemples de votre quotidien ou des envies, des rêves pour demain? I'm an anthropologist. Oui, je suis une anthropologue et architecte et oui, j'ai vu des projets, mais je n'ai rien vu de très convaincant, à vrai dire. Je trouve qu'il faut beaucoup plus de réflexion. Même avec mes deux chapeaux, il y a une notion que Petra a soulevée qui était intéressante. Et cela m'a vraiment fait briver. Et puis cela aussi ma propre suspicion sur le projet d'Anthropocène. Et c'est-à-dire qui est exclu de cette conversation. Parce que il y a certains groupes qui sont exclus de la conversation et je trouve que c'était effectivement quelque chose de très fort et on doit l'aborder, y réfléchir, surtout lorsqu'on dessine. Le dessin ne fonctionne seulement dans les espaces vides. Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Lorsqu'on a cette discussion, dans le chat, on parlait pas de développer et on ne devrait pas parler de développer. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire. Parce que, oui, quand on parle de centre de savoir, par exemple, et je trouve que dans notre langage, on doit être beaucoup plus précis, plus attentif en tant qu'anthropologue qui traitons de ces sujets. Mais oui, si je reviens à votre question, il y a un exemple qui est très tendance en ce moment dans toutes les villes, et ça, c'est l'agriculture urbaine. Je ne suis pas convaincue de l'agriculture urbaine. Je ne sais pas si c'est vraiment une piste à développer, car si on parle de la pollution dans nos villes, est-ce vraiment une bonne idée si on fait pousser de la nourriture en haut d'un gratte-ciel? Est-ce qu'il faut vraiment avoir des fermes intensives de poulets intensifs? Je me pose la question. Lorsque j'ai étudié un hôpital au Myanmar, c'est des questions que je me posais. Donc,
Merci. Il y a plusieurs choses. Il y a le questionnement, en effet, de comment se reconnecter à la nature en ville, et le questionnement que vous soulevez sur la place de l'agriculture urbaine. En effet, je pense que là, il y aurait beaucoup de débats sur engager cette discussion-là. Est-ce que c'est pas simplement la seule voie? J'aimerais écouter Francesca, justement, tout à l'heure, sur cette idée-là de comment se reconnecter à la nature en ville. Mais je note aussi le deuxième point, qui est cette idée en effet, que dans cette performance, forcément, il y a des publics qui vont être exclus, mais de façon du débat mondial, de toute façon, comment aller les chercher, comment discuter, est-ce qu'il y a besoin de... On se dit qu'il faut à la fois mieux les comprendre et mieux entrer en dialogue, mais quelles peuvent être ces voies-là, et est-ce qu'elles sont souhaitables? Est-ce que Francesca, vous avez envie de nous ouvrir une piste? Il nous reste 4 minutes ensemble. Une envie ou une idée pour pouvoir peut-être se rapprocher. Parce que vous avez la chance d'avoir vécu d'avoir approché. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette chance-là. Comment on peut avancer vers ce type ou une idée? Jusqu'à récemment, il y a eu un gros travail de personnes qui ont créé des ponts, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Honnêtement, j'y réfléchis moi-même. Je me pose la question de savoir comment je peux revenir à ma communauté, même si physiquement je ne peux pas y aller. Et c'est un grand défi pour moi. Bien évidemment, ça ne m'intéresse pas de... Ce n'est pas en fait les restrictions de voyage qui vont limiter ma relation. Je dois trouver une autre façon de reconnecter avec ma communauté. Et c'est ça le défi. Et cela peut être une façon pour d'autres aussi. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin, en fait. Je pense que l'environnement humain en lui-même, il y a une partie de l'environnement urbain qui est très standardisée, mais une autre partie qui est sauvage d'une autre façon. Ce n'est pas comme la grande campagne. On a, par exemple, étudié avec mes étudiants la ville, et la première fois, on voit des arbres, parce qu'ils sont plus grands, les arbres sont plus grands que nous. Mais si on continue de marcher, et après on regarde, l'échelle change. Lorsque vous changez d'échelle, lorsque vous voyez qu'il y a des communautés des fleurs sauvages, quand on voit qu'il y a des ombres qui sont créées par des objets différents autour de vous, vous pouvez aborder la communauté d'une autre façon. On ne peut pas forcément parler ensemble ou cuisiner ensemble avec cette cuisinière, mais comment on peut percevoir une communauté d'une autre échelle, et quelle sorte de langage on peut inventer pour connecter avec... Mais comment on peut utiliser notre propre langage pour comprendre ce qu'on nous dit? C'est très radical, en fait, parce qu'on vous demande d'utiliser du temps, de ne pas aborder la société standardisée, mais de créer des espaces liminaux, et des communautés écologiques nous entourent, parce que la vie continue dans des espaces liminaux, même si on passe beaucoup de temps et d'efforts à les détruire.
Mais je suis d'accord que oui, moi je fais du jardinage urbain depuis des années et je pense que beaucoup de la nourriture que je produisais n'était pas pour le manger en fait, mais c'est de m'engager dans l'observation de l'espace, de voir comment l'environnement changeait. La nourriture en soi était mineure dans ma... Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper parce qu'il nous reste 20 secondes et je voulais cette session-là, je voulais vraiment vous remercier. On sent qu'il y avait vraiment une connexion pour le coup entre vous. On sent bien que le besoin d'observer le sauvage, le sensible, la nature reste quelque chose, un message que vous faites passer dans ce manifeste. Et vraiment, je tiens à vous remercier. C'était voilà, très sensible ce temps-là. Et on va commencer voilà, une prochaine session. Donc je vous remercie et j'espère que vous pourrez poursuivre les échanges à la prochaine session. Merci. Au revoir. À très vite. Thank you. Thank you.